tu es ton autorisation, j'y vais. Bien, bonjour à tous, je suis Olivier Contreau, alors c'est écrit qui je suis ingénieur de GAC, je suis enseignant à l'ENAC et j'ai commencé il y a 3 ans une thèse de doctorat d'histoire sur l'histoire de la navigation aérienne. Alors quand on fait de l'histoire, on s'intéresse beaucoup aux mots, on s'intéresse beaucoup à la chronologie, on s'intéresse beaucoup aux sources. Et donc déjà la première question qui se pose, c'est navigation aérienne, depuis quand on en parle, de ce vocable, navigation aérienne? Eh bien, Jean-Jacques Rousseau, 1742, on est donc 41 ans avant le premier vol des frères Montgolfier, a écrit un petit ouvrage inédit qui s'appelle Le Nouveau Dédale. C'est assez court, vous pouvez le retrouver, ça a été réédité, ça fait 15-20 pages, et il explique qu'est-ce que sera demain pour lui, à partir de 1742, les difficultés de se mouvoir dans l'air et de se repérer dans l'espace. Et il explique que l'air est un fluide, tout comme l'eau, donc on devrait pouvoir y arriver, c'est une question de temps, mais une fois qu'on arrivera à le faire, qu'on arrivera à monter dans l'air, avec du plus léger que l'air, il faudra apprendre à redescendre, et il faudra apprendre à se repérer. Il imagine tout ça en 1742. Moi, ma thèse, eh bien, elle parcourt plus simplement l'époque des plus lourds que l'air, c'est-à-dire qu'elle commence au premier la navigation telle qu'on la connaît aujourd'hui, au frère Wright, des choses comme ça. Et en fait, quand on regarde l'aviation, elle commence par une aviation d'avant Première Guerre mondiale, qui est une aviation sportive, une aviation d'exploit, durant laquelle on va construire des tours. Tout comme celle-ci, vous avez là la première tour de Bordeaux. D'ailleurs, vous voyez, c'est une carte postale, c'est écrit à Mérignac-Beaudésert, on arrive à le lire, à l'aérodrome. Ce sont non pas des tours de contrôle, ce sont des tours d'observation. Parce que, puisqu'il y a des exploits aériens qui sont réalisés, celui qui fait le premier tour de piste, celui qui monte le plus haut, il faut chronométrer, et donc on a effectivement ces chronométreurs. En voilà une autre tour, celle-là, c'est la première tour d'Orly, 1912. Et vous remarquez que sur la tour, d'ailleurs, il y a des aires à signaux. Déjà se pose la question de comment on communique entre le sol et le bord. À une époque où on n'a pas la radio, évidemment. Ce qui change tout, c'est la Première Guerre mondiale dans la navigation aérienne. C'est l'industrialisation de l'aviation à ce moment-là. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, la création des premières lignes aériennes, les premières lignes commerciales. Et l'histoire, notre histoire du contrôle aérien, de la navigation aérienne, est indissociable de l'histoire de l'aviation. Vous avez là une carte de 1921, ligne de navigation aérienne, publiée par le SNA, le service de la navigation aérienne de l'époque. Et on voit que ces lignes suivent le parcours des fleuves, des littoraux également, et que pour aider les aéronefs à se mouvoir dans l'espace, puisque c'est une navigation, vous savez penser à la marine, au bateau, on va mettre des phares aériens. Donc en voilà un, par exemple, vous avez cette structure à gauche, tout autour des lignes et en suivant le parcours de ces lignes-là. Et ces premiers moyens seront recensés et ce SNA va publier des bulletins régulièrement, des bulletins des moyens aériens existants. Il faudrait revenir sur les années 30, il faudrait revenir sur la construction des premières aérostations, comme on disait à l'époque, on n'avait pas encore d'aéroport, le Bourget, bien évidemment, dont on a parlé ce matin. Et ce que j'appelle les petits bourgets, c'est-à-dire les répliques du Bourget qu'on a construit en province. Là, vous avez l'aéroport de Bordeaux-Mérignac qui ressemble comme un petit frère à celui du Bourget. Mais quand on parle de navigation aérienne, on a vu que le terme est polysémique. C'est-à-dire que d'une part, on parle des services, on pourrait dire, de contrôle aérien aujourd'hui, mais d'autre part, on parle de comment on se repère dans l'espace. Et la question du repérage dans l'espace, dans l'aérien, on va y apporter des réponses à partir de moyens de radionavigation. C'est la grande histoire de la radiochronométrie, histoire qui commence en 1904 avec Marconi, mais qui va nous suivre jusqu'à aujourd'hui. Nous avons encore aujourd'hui des VOR, des DME, des ILS que nous maintenons. Je remercie d'ailleurs la commission mémoire d'avoir mis en ligne d'excellents films sur l'utilisation des moyens de radionavigation en 1937, notamment Ryan Gillock qui avait réussi à faire ce travail-là. Je vous renvoie sur ces films de la page de la chaîne YouTube de la commission mémoire de la DGAC.
Donc ces balises, eh bien, première balise de radiogonométrie, on va en peupler le territoire dans l'entre-deux-guerres. Et puis, comme ça a été évoqué ce matin, on va utiliser des premiers outils pour essayer de repérer quand c'est que les avions vont se croiser, parce qu'on commence à avoir des routes aériennes très fréquentées partout où l'avion est supérieur au train ou à la voiture, c'est-à-dire dès que l'avion traverse des mers ou des océans, et notamment sur la ligne Paris-Londres. Donc vous avez des graphiques de marche de l'époque ainsi. Puis la Seconde Guerre mondiale arrive, et évidemment c'est une époque de destruction de nos bases aériennes, de nos installations, de perte de nos personnels, de perte en compétences également. Voilà des photos parlantes du même aéroport de Bordeaux dont je vous parlais. Forcément, avant de débarquer, les Américains, eh bien, ils ont bombardé les bases allemandes. Puis ils ont reconstruit. Revoilà une tour d'Orly, celle-là, elle est d'immédiat après-guerre. Évidemment, on ne peut pas parler de navigation aérienne au sens où l'on l'entend aujourd'hui sans redéfinir le périmètre. Le périmètre aujourd'hui de la navigation aérienne, c'est une navigation aérienne civile. Ce qui n'était pas forcément le cas dans l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, vous aviez un ministère de l'air qui mêlait à la fois les problématiques militaires et civiles. Là, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir la création du SGACC, le Secrétariat Général à l'Aviation Civile et Commerciale, qui viendra entre DGAC en 1976, avec à sa tête Maximinx, avec un A, pardon. Excusez-moi. Maximinx avec un A. La fondation de l'ENAC à Orly en 1948. Et Maximinx, on le retrouve avec son A et sa moustache à l'OACI, plutôt à la Convention de Chicago en décembre 1944, vous l'avez en bas à droite. Et avec l'OACI, il y a l'idée de structurer de manière internationale et standardisée nos espaces aériens, et notamment un espace qui va devenir important, qui est l'espace aérien supérieur, et donc se doter de centres de contrôle régionaux, qui vont devenir de plus en plus importants à partir du moment où la réaction va se développer dans les années 60. Et donc en France, on a au départ 3 CCR, vous avez Orly, Bordeaux et Aix, et avec quelques premières routes associées. Donc voilà, vous avez dans le hangar à gauche, côté de la tour de Bordeaux reconstruite, le premier CCR de Bordeaux, celui de 47. Et vous avez la Villa Minier, c'est son pendant à Aix-en-Provence. Voilà. Avec donc des premiers outils, on pourra parler des outils qui ont été récupérés. Je ne sais pas si on a pu garder des tables de pointage de l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Il faudra demander à Maurice si vous en avez encore, je ne sais pas. Et l'invention, ou plutôt la réappropriation en France du contrôle aérien par strip papier avec l'invention concomitante du secteur. Donc voilà, le plan d'un CCR. Et puis donc les premières machines de traitement, vous avez des télétypes qui permettaient des imprimantes reliées à un réseau qui permettaient de récupérer les informations plan de vol également, la reconstruction des tours d'Orly. Donc vous avez ici la tour d'Orly en 1954. Vous repérez d'ailleurs qu'on voit bien leurs oreilles à ces contrôleurs aériens. Donc ça veut dire que la phonie n'est pas encore là. Elle apparaît juste après, dans la photo d'après, on a le micro. Et les radars primaires de l'époque. Voilà, on n'est pas encore à Alvarez, on est un petit peu avant. Ce qui nous bouleverse notre histoire de navigation aérienne, c'est l'arrivée de la réaction, donc des avions qui volent 2 fois plus vite, 2 fois plus haut et 2 fois plus loin également. Et donc qui vont amener un rôle prépondérant pour nos centres en route et la redéfinition de nos routes aériennes vues à l'échelon européen et non plus uniquement national. Donc voilà le CCR Nord, le CCR d'Atis, puisque il est ouvert en 1959. Et on arrive avec ces questions d'informatisation de la navigation aérienne concomitante avec le besoin de gérer un trafic qui se développe à grande vitesse et donc un problème capacitif à l'époque. Donc vous avez l'invention de ce premier grand système de COTRA qu'on a toujours, même si ce n'est pas dans la version aujourd'hui. Voilà, et voilà, des télétypes d'époque et des opératrices pour saisir les informations au plan de vol.
On retrouve les premiers scopes radar. Évolution du CCRDEX, bâtiment qui existe toujours à gauche. Vous avez le radar de la Sainte-Baume en bas à droite. Et voilà, un trafic en très forte augmentation dans les années 60, 70 jusqu'au crack pétrolier. Donc un problème capacitif, des problèmes de temps d'attente. L'ouverture de 2 autres centres de contrôle régionaux qu'on appellera à partir de 1976 des CRN. Celui de Brest, qui au départ est une antenne avancée sur l'Atlantique, et celui de Reims pour pouvoir gérer un trafic particulièrement dense qui est celui sur le nord-est de la France, au plus proche des grands aéroports internationaux européens. Voilà. Et mon histoire qui a beaucoup été nationale devient une histoire de plus en plus européenne, et c'est la fin de ma thèse, depuis ces 20 dernières années avec l'instauration du ciel unique européen. Et également un changement d'échelle, on ne navigue plus uniquement à partir des balises au sol, mais aussi par rapport à nos signaux satellitaires. On se repère par rapport à eux, et l'arrivée du GNSS, le satellite des avions. Voilà. Et puis, de nouveaux systèmes qui remplacent le COTRA, et notamment Portal qui est bientôt 6 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier. Alors je voulais te présenter les gens du musée Air France, mais les présentations ont été faites. Alors cette petite erreur sur l'orthographe du nom de Maximos me permet juste de vous signaler la très belle expo. Alors elle est terminée, mais il y a eu une expo sur Maximos qui a été faite à Valençay, mais il y a un livret, enfin un catalogue très très intéressant qui a été fait pour l'occasion. Donc si vous pouvez vous le procurer, je vous invite à le faire. Pour revenir sur 2 choses que tu as dit, les bulletins de la navigation aérienne, donc merci beaucoup d'avoir signalé notre chaîne YouTube. Les bulletins de la navigation aérienne ont aussi été numérisés par Yves qui est dans la salle, donc vous pouvez les trouver sur le Calaméo de la mission mémoire. Je vous mettrai les liens dans un petit mail réplica que je vous ferai demain, donc vous aurez ça. Et puis oui, je voulais corriger une chose tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était Paul Astier qui était conservateur aux Archives nationales. Alors c'est Paul Bastier. Donc puisqu'il y a les 2 dans la salle, donc je vous remercie pas les Paul, voilà, mais c'est à une lettre près, je me suis trompé. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, excusez-moi tous les 2 pour cette petite erreur dans l'orthographe de vos noms. Il y avait 2 questions tout à l'heure. Je ne sais pas si voilà, alors Yvan, s'il te plaît. Oui, je céderai, bonjour à tous. Je céderai la parole ensuite à Cécilia. Je crois que Cécilia, tu voudras prendre la parole. Voilà, je me présente, je suis Brion, je suis commentateur de meeting aérien, donc aussi pilote de ligne. Je voulais, membre de la commission patrimoine, donc je voulais saluer le travail aussi de la commission patrimoine et de son ex-président qui est ici, Max Hermanet. Aujourd'hui, le président, c'est François Blondeau. Je voudrais féliciter aussi l'Aéroclub de France qui a eu aussi cette idée, puisque c'est l'Aéroclub de France qui nous héberge. Donc, il y a une représentante ici avec Cécilia Rangotte. Et juste pour rebondir sur les archives d'Aéroclub, dans mon aéroclub également, moi je suis membre du club aéronautique de l'arrondissement de Bernay, c'est-à-dire l'aéroclub de Bernay, mais c'est son nom exact. Il a été créé en 1934 et nous aussi on a beaucoup d'archives qui sont dans des classeurs, et donc il y a un travail aussi à effectuer là-dessus pour conserver en fait ce patrimoine, parce que nous on a une très très grande histoire aussi, puisqu'on débute dans les années 30 avec notamment l'aviation populaire, et après on a des gens aussi comme Jean Hébert qui ont appris à voler chez nous. Jean Hébert qui s'est évadé avec un Bucker Youngman pour rejoindre la Grande-Bretagne ensuite et combattre ensuite dans les forces aériennes françaises libres. Il a volé chez nous sur Caudron-Luciole à l'époque, et d'ailleurs il venait en vélo avec son acolyte de Caen jusqu'à Bernay, ce qui est, si vous connaissez un peu la région, c'est pas à côté. Donc les gens étaient assez volontaires à l'époque. Donc tout ça pour dire que vraiment on a beaucoup de matière. Après c'est aussi la voltige aérienne chez nous, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a eu 2 constructeurs d'avions, la Société Aéronautique Normande avec Lucien Quéret qui a construit des avions Jonel chez nous, et après ça a été Auguste Mudry qui avait créé la CARP, la CARP
Ben Tiverval, dans le 78, et ensuite qui est venu chez nous puisqu'il a récupéré les hangars de chez Lucien Quéré, qui était le patron de la Société aéronautique normande. Donc il a récupéré les hangars et il a créé la Société des avions Mudry, qui nous a permis à la France d'être championne du monde de voltige aérienne sur Cap 231 d'abord avec Claude Bessières, et puis ensuite avec les Cap 232, etc., etc. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. On a des archives, et je pense que d'autres aéroclubs ont également ces archives. Et félicitations aussi à la commission patrimoine. Et je rappelle que début décembre, nous aurons le Grand Prix du patrimoine à l'Aéroclub de France. Max, c'est le 4 ou le 6, je ne me rappelle plus. Le 4, le 4 décembre. Voilà, Cécilia, je te cède la parole. C'est à toi. Merci beaucoup, Yvan. Alors après, Edouard, je te repasserai la parole. Alors, bonjour à tous, Cécilia Angot-Frémont, je suis directrice administrative et en charge du patrimoine à l'Aéroclub de France. Donc, je voulais en effet parler du Grand Prix du patrimoine qui se tiendra le 4 décembre à l'Aéroclub de France, mais Yvan l'a fait. Et surtout, vous inciter à parler de ce Grand Prix pour l'année prochaine. On l'organise tous les ans. Donc, si vous connaissez des associations qui restaurent des aéronefs, n'hésitez pas à leur faire part de cet événement et de ce concours qui a lieu tous les ans au niveau de l'Aéroclub de France. Donc, toutes les informations sont sur le site internet. Et merci à Max d'être président du jury. François Bandeau, en effet, président de la Compat. Et voilà, sous l'égide de Catherine Honory, présidente de l'Aéroclub de France. Merci. Merci beaucoup, Cécilia. Et Catherine Honory, qui a été ma vice-présidente pendant 8 ans à la commission patrimoine. On recrute que des gens de qualité. Merci beaucoup, Cécilia. D'ailleurs, je tiens à parler d'un CCR peu connu, qu'on appelle Chevannes, un des premiers centres de contrôle en route à longue distance, dont nous espérons peut-être la remise en état un jour ou l'autre. Et nous souhaitons aussi remercier l'Aéroclub de nous faire confiance pour les archives que nous avons récemment récupérées, qui sont en cours de traitement. On reprend en mois de décembre, c'est promis. Oui, il y a une question. En attendant que monsieur récupère le micro, juste, c'est ça que je me suis rappelé, ce que je voulais dire après l'intervention d'Yvan, c'était un beau teasing pour cet après-midi, puisqu'on a le fils de Jean Delémontez, donc le concepteur du Jodel, du bébé Jodel, qui viendra nous parler. Voilà. C'est juste ça. Oui, Jean Molvaux, je voulais apporter une petite précision. À ma connaissance, la première tour, elle a été édifiée pour les vols de Wilbur-Wright au camp d'Auvour, au Mans, fin 1908. Et en parallèle, se montait le premier aérodrome jamais constitué par l'homme, à savoir Port Aviation. Et il y avait également une tour de contrôle qui communiquait avec les aéroplanes avec des fanions. Deuxième point, j'ai la chance de faire partie du plus vieux club de vol à voile encore en existence, puisqu'il est né en 1929 et qu'il existe toujours. On fêtera donc les 95 ans l'année prochaine, le GRAL, Groupement Rouennais d'Aviation Légère. Et on a quand même un fonds d'archives de 5000 photos qui ont été mises en fiche. Et ce travail a été valorisé par une histoire en 2 volumes qui est disponible auprès du club. Voilà. Merci beaucoup. Oui, moi je voudrais intervenir aussi et demander à Max que tu puisses compléter ce dont comprend la commission patrimoine, puisqu'il n'y a pas que les avions. Donc tu en avais parlé l'autre fois, on a aussi par exemple les bâtiments, tout ce qui est hangar, etc. Oui, tout à fait, c'est quelque chose d'important, le patrimoine aéronautique, mais c'est du patrimoine mobilier et immobilier, entre ces 2 catégories juridiques. Donc il y a tout le patrimoine qui vole, les planeurs, les avions, les satellites, mais également, ça a été évoqué pour aviation, c'est une date très très importante. Dans notre commission, on avait vraiment Francis Bellé, que je salue, qui a fait un travail, quand on parlait de patience et de persévérance. Alors lui, c'est un modèle, un exemple pour nous tous. Moi, j'ai participé
à la protection de la soufflerie de l'ONERA, la grande soufflerie, du hangar Y. Le hangar Y, qui se trouvait à l'époque avec le ministère de la Culture, je connaissais bien le directeur du patrimoine et de l'architecture, j'ai dit, mais c'est le premier bâtiment aéronautique au monde, il est en France. Ça raconte une histoire. Le premier dirigeable au monde, il est parti de ce hangar, il est revenu à ce hangar. Ça montre l'antériorité de la France. Et puis, dans le patrimoine immobilier, il y a les hangars. Guilhem Labeu, qui est un spécialiste remarquable sur tous les hangars, chaque fois qu'on a une question, il a la réponse. C'est scotchant. On a un grand architecte, Paul Andreu, qui a inventé comment les gens allaient utiliser, allaient être en relation. Ce qu'on a vu dans les images, c'est comment l'évolution de la technique répond à l'évolution de la demande. C'est ça qui est important. C'est pas seulement, tiens, on rajoute un étage parce que c'est plus joli. Enfin, tous ces savoir-faire, ils sont là. Et bien donc, la dimension de patrimoine immobilier, elle est très importante. Parce que réfléchissez un peu, les terrains d'aviation, de plus en plus, se retrouvent dans les centres-villes, et c'est des objectifs de promotion immobilière. Pour Montaudran, on s'est battu. À l'époque, j'ai cité François Barret, lui avait eu l'intelligence de comprendre l'importance, et donc il venait de me nommer à la Commission nationale des monuments historiques. Il me dit, c'est important pas. Je dis, ben oui. Et puis, c'est pas seulement les bâtiments, parce que le château Rénal, bon, il n'est pas d'une architecture bouleversifiante. Je dis, mais c'est la piste. Si on ne protège pas un morceau de piste, on ne va jamais comprendre, on ne va jamais lire l'histoire. Et on a fait protéger 500 mètres de piste. Aujourd'hui, la ville de Toulouse bénit ça parce que c'est le cœur d'un quartier. Il n'y aurait pas cette piste qui raconte l'histoire du quartier, mais l'histoire mondiale de la navigation aérienne. Jean-Jacques Rousseau, 1742, effectivement, non, mais c'est l'histoire de la civilisation, des idées humaines. Et à l'époque, tout le monde nous jetait des cailloux. Denis se souvient, même à Air France. Air France, on les frustrait d'une opération immobilière juteuse. Et il fallait avoir, je peux vous dire qu'à l'époque, on rasait les murs. On disait, mais quels sont les cons qui ont imaginé protéger Montaudran ? Voilà, donc tu as totalement raison. C'est quelque chose de très important. Et notre ami va nous parler de Paul Andreu. Et Paul Andreu, c'est pas seulement un architecte qui a fait des choses intéressantes, c'est quelqu'un qui a contribué à améliorer le système et à nous le rendre plus intelligent. Un petit instant, simplement un complément en ce qui concerne justement les hangars. L'exemple que nous avons avec Anciens Aérodromes sur le terrain qui est... le nom m'échappe maintenant. On a un hangar allemand, qui devrait être classé. Or, si on n'arrive pas à les classer, ces hangars, il y a quelqu'un qui est un Américain qui veut les acheter. Donc vous voyez, il voudrait les faire partir. Daniel, Merville, à Merville. Daniel, Max, si ça vous embête pas, on va avancer. Comme peut-être par nous, on pourra poursuivre ce débat autour d'un délicieux repas à la cantine de la DGA7 qui s'annonce déjà légendaire. Voilà. Juste, je voudrais remercier Olivier, merci beaucoup, et annoncer le prochain. En attendant, juste pour vous signaler, il parlait de vieux terrains d'aviation. Il y en a un très ancien juste en face de nous, c'est celui d'ici les Moulineaux. Voilà. Donc, juste pour rajouter, parce que ça c'est un point très important. Classement monument historique, on a compris que le patrimoine est obligé de rester en France. Quand Jean Salis fait classer le B17, c'est vraiment un acte patriotique. Parce qu'il le vendrait 20 fois plus à un Américain. Vous classez un hangar, une tour, un bâtiment sur un terrain, il y a un périmètre de protection de 500 mètres. C'est-à-dire que les promoteurs immobiliers sont obligés de discuter avec vous. Ils ne peuvent pas juste passer le bulldozer.
Donc, l'aviation a ce côté village gaulois où chacun... mais si on veut transmettre à nos enfants, aux nouvelles générations, le patrimoine immobilier, c'est un enjeu fondamental. Et il faut qu'on change, nous, aviateurs, notre regard là-dessus. Et la DGAC est là pour nous aider. Merci beaucoup, Max.